Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous passionne, le freelancing. Et j'ai la chance d'être en compagnie de deux invités, Benoît Ravel, PDG de Datastorm, et Claude Tempé, vice-président de freelance.com. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer cette interview, on a une actu quand même à donner. Mais avant ça, j'aimerais Benoît que tu nous expliques ce qu'est Datastorm. Alors Datastorm, c'est un bureau d'études, un bureau d'expertise qui a la particularité d'être la filiale, et donc la filiale d'expertise d'un établissement d'enseignement supérieur qui regroupe l'ENSAE, l'ENSAI, l'école polytechnique, télécom, etc. Et donc on fait des prestations à fort contenu scientifique pour les entreprises, les donneurs d'ordre. Excellent. Claude, est-ce que tu veux nous annoncer la grande nouvelle ? Eh bien, effectivement, on est sur un marché, nous, freelance.com, qui est le freelancing, comme tu l'as annoncé tout à l'heure, et qui est un marché relativement nouveau sur lequel il se passe plein de choses, et beaucoup d'entreprises comme les nôtres ont lancé des études, et nous, on le fait depuis plusieurs années, un baromètre. Mais la problématique, c'est qu'on fait souvent ce baromètre sur des sondés qui sont nos consultants, et on avait envie d'avoir une vraie vision de ce qu'est potentiellement le marché du freelancing, en ayant une vraie étude statistique qui englobe l'intégralité des freelances pour avoir la big picture du marché sur lequel nous naviguons. Et c'est là qu'on a fait appel aux compétences de Datastorm, justement. Donc le lancement d'une grande étude. Exactement, première du genre d'ailleurs. Et alors, avant de parler de cette grande étude statistique des freelances, est-ce que tu peux juste spécifier ce qu'est un freelance ? Parce qu'on parle beaucoup freelance indépendant, on parle des plateformes Uber, etc. Mais là, on parle de quoi dans cette étude ? Exactement. Donc, c'est effectivement un très bon point parce que c'est un des soucis de ce marché. Les freelances, c'est un mot très à la mode. Il y en a de plus en plus. Mais de quoi parle-t-on ? Et effectivement, on a beaucoup de mal à retrouver des informations un peu spécifiques, et notamment même à l'INSEE ou à l'URSSAF. Donc, en fait, il y a effectivement beaucoup de freelance et beaucoup de catégories de freelance, et tout le monde a un peu tendance à les confondre, à les mélanger. Pour donner quelques exemples, les freelances, ça peut être des agriculteurs, des artisans, des commerçants, des chauffeurs Uber et des prestataires intellectuels ou consultants. Et nous, la population qui nous intéresse et qui est l'objet de cette étude, c'est justement parmi les 4,5 millions d'indépendants qu'il y a en France, le million d'indépendants prestataires intellectuels qui constituent tous ceux qui vont aider les entreprises du fait de leur matière grise. Alors du coup, cette grande étude statistique, on en parle ? Comment elle a été faite ? Qu'est-ce qu'on y retrouve ? Alors le point important dans cette étude, en fait, c'est que l'outil de la statistique publique n'est pas adapté encore. Parce qu'il se construit sur le long terme, il permet des visions longitudinales très précises, mais il n'est pas adapté à étudier ces marchés qui ont émergé finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc pour cette étude, en fait, on a fait un travail avec le professeur Stéphane Auré, qui est un économiste. On a fait un travail très très lourd de croisement de sources de données de l'INSEE, de sources de données des URSSAF et de sources de données du monde de l'emploi. L'INSEE fournissant qui sont finalement les gens, ce qu'ils sont. Les données de l'emploi fournissant ce qu'ils font, et puis l'URSSAF donnant leur statut. Et en croisant ces différentes données, on a réussi à désagréger, repérimétrer assez précisément les freelances, et donc avoir des statistiques fiables et non plus des données d'enquête. Tout à fait. Gros travail et très important parce que, comme on le disait juste avant, les freelances, ça peut être tellement de choses que c'est important de pouvoir bien cerner la population qui nous intéresse. Et on le voit à plein d'égards. On entend plein de politiques parler des freelances, on entend plein de gens parler des freelances, et ils résument souvent les freelances aux chauffeurs Uber ou aux livreurs Deliveroo. Or, ces gens-là représente environ 50 000 personnes. Donc c'est pas du tout représentatif de ce qu'est les freelances, et il est important de les sous-catégoriser. Et la catégorie qui nous intéresse et qui est l'objet de cette étude, c'est bien les prestataires intellectuels, les consultants. Donc c'est une première étude dans le genre. Finalement, qu'est-ce qu'on y apprend dans cette étude ? Quels ont été les grands enseignements ? Peut-être quelles sont les idées reçues qu'on a et sur lesquelles on peut s'étonner en lisant le rapport et faire des découvertes. Qu'est-ce que vous avez Alors, il y en a plusieurs. Un des grands travers des sondages qui avaient été faits précédemment par nous-mêmes ou par d'autres, c'est que comme ça s'appuie sur beaucoup de nos propres freelance, on avait tous un peu le sentiment dans le métier que les indépendants sont essentiellement des gens qui travaillent dans l'IT, l'informatique et les sujets du numérique.
Et très étonnamment, quand on analyse de façon un peu plus globale les données, on se rend compte que même si cette population est effectivement une population très importante des indépendants, ils ne constituent pas la première population des freelances. Ces gens-là représentent environ 23% quand on a une catégorie d'indépendants qui travaillent dans les fonctions support, les RH, les achats, la finance, qui eux sont à 27%. Donc c'est plus important. Donc c'était une surprise parce qu'on pensait vraiment que les gens du numérique seraient en numéro 1 et finalement ils sont en numéro 2 derrière ces gens-là. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire notamment une chose, c'est que les indépendants, c'est un mouvement de fond, un changement sociétal de rapport au travail qui touche tous les métiers et toutes les catégories de population. Donc ça, c'est une première surprise qu'on a eue et très intéressante parce qu'encore une fois, ça présage aussi de la façon dont les choses vont évoluer dans les années à venir. Oui, alors finalement l'IT, ce sont les pionniers, mais on voit très clairement qu'aujourd'hui, ça s'est développé à toutes les fonctions de l'entreprise et comme tu le dis justement, ça va peut-être transformer la manière qu'on a de travailler. Tout à fait. Et de gérer nos ressources humaines. Exactement. Et encore une fois, finalement, tous les métiers de cadre ou de prestations intellectuelles ont une prédisposition à y voir intervenir des indépendants pour plein de raisons. L'IT en est une, le marketing digital en est une autre, la communication. Et encore une fois, un DRH, enfin un RH, un acheteur ou quelqu'un dans la finance peut tout à fait être freelance pour aider une entreprise en amenant son expertise, sa valeur ajoutée à l'entreprise. Donc on retrouve des freelances à tous les étages et dans toutes les fonctions de l'entreprise. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans cette étude? Qu'est-ce qu'on a étudié Alors, il y a plein d'autres informations. Sur les personnes elles-mêmes, qui elles sont. En fait, c'est un peu dur, mais c'est encore une population très genrée. C'est-à-dire qu'on a une proportion d'hommes qui est extrêmement majoritaire dans ces fonctions-là par rapport au monde salarié, puisqu'on a à peu près 2/3 d'hommes globalement. Alors, c'est pas vrai dans tous les métiers. Oui, c'est ce que ma question suivante. Voilà, il y a des métiers où c'est moins genré, évidemment. On pourrait par exemple parler des métiers de la communication ou de la communication digitale, du marketing. Mais fondamentalement, c'est 2/3 d'hommes dans ces métiers-là. Ça montre ça dit quelque chose de la société et de la capacité de la société à accompagner les femmes dans ces métiers-là. Je sais pas si tu veux. Si, non, mais c'est vrai. Ce sont les mêmes écarts qu'on retrouve dans le salariat? Ah non, le salariat c'est 50-50 à peu près. En termes de homme-femme. Genre. Ah oui. Oui. Sur les mêmes métiers, alors qu'en freelance, d'accord. Exactement. Sur les mêmes métiers, j'insiste. Oui. J'insiste bien sur les mêmes métiers. C'est-à-dire, c'est pas l'ensemble de la population active, c'est sur les mêmes métiers. On a à peu près 50% d'hommes, 50% de femmes dans le monde salarié. Là, on est à 2/3, 1/3 dans le monde des indépendants et des freelances. Donc, ça en dit long sur la manière dont la société peut peut-être accompagner tout le monde vers ce statut d'indépendance. Mais ça veut probablement dire, moi j'en tire 2 conclusions. La première, c'est que peut-être que comme c'est un peu nouveau, que les hommes sont parfois un peu plus risk lovers que les filles, ils y vont en premier. Mais ça veut aussi dire une chose, c'est que ça laisse un potentiel de croissance encore très important pour les freelances, qui vont pouvoir se développer avec beaucoup plus de femmes dans l'avenir. Et je suis certain que ça va venir, notamment parce que le freelancing et la crise Covid d'ailleurs l'étayent, offre beaucoup plus de liberté dans sa façon de travailler et que beaucoup de femmes pourront justement avoir une meilleure adaptation de leur temps de travail, professionnel, personnel, etc., avec ce nouveau mode de travail qu'est le freelancing. Donc je suis très serein sur le fait que de plus en plus de femmes vont rejoindre ces formes de travail et que dans les années à venir, on aura un équilibre homme-femme, c'est certain, et peut-être même d'ailleurs un déséquilibre en faveur des femmes du côté chez les freelances. Mais c'est très amusant ce que tu dis et c'est d'où l'importance de faire des études statistiques et ne pas se concentrer sur nos propres datas. À ce stade, c'est que si on regarde nos datas sur les plateformes, par exemple, eh bien on a un tout petit peu plus de femmes que d'hommes et on doit être à 52%, 48%, quelque chose comme ça. Donc on n'avait pas du tout idée qu'il pouvait y avoir un tel écart sur l'ensemble des indépendants. Et parmi un peu dans la même logique, on pense souvent indépendants, les freelances, c'est des jeunes dynamiques. Non, c'est une population qui est en moyenne plus âgée que la population salariée, puisqu'on a le chiffre exact, c'est un peu plus de la moitié des freelances, donc des indépendants en profession intellectuelle, qui ont plus de 45 ans. Là où on est plutôt à 30% sur la population salariée. Et c'est sans doute dû à l'expertise, et notamment quand après on regarde par métier, on va dans les métiers de la formation où il y a besoin de transfert. Là, on a une très grosse proportion de personnes, j'ai envie de dire, mûres, qui ont une bonne expérience à transmettre. Non, mais c'est exactement ça. Quand on est freelance, on vit de sa compétence, on est serein sur son savoir-faire et on sait qu'on va pouvoir en vivre.
vivre. Et d'ailleurs, on ne veut plus partager sa valeur ajoutée avec un employeur, un patron ou une entreprise. Mais donc, il faut quand même avoir quelque chose à transmettre et une vraie valeur ajoutée à amener. Et cette valeur ajoutée, elle est souvent le synonyme d'une certaine expérience qu'on acquiert avec le temps. Donc, on retrouve évidemment plein de jeunes, notamment dans l'IT, parce que c'est des technologies qui évoluent très vite et que souvent elles sont appréhendées par les jeunes. Mais on retrouve aussi de l'autre côté plus d'expertise, d'expérience. Et c'est d'ailleurs pour ça probablement qu'on retrouve beaucoup d'indépendants dans les fonctions support. Pour être quelqu'un, pour aider un DAF d'une entreprise, évidemment, il faut avoir un peu d'expérience. Pour aider un DRH, il faut avoir un peu d'expérience. Et cette expérience, ça s'acquiert au fur et à mesure du temps. Et donc, on retrouve des gens qui ont un certain âge, ce qui, encore une fois, est extrêmement encourageant parce que non seulement on a dit tout à l'heure que ça touchait tous les métiers, on voit que ça touche aussi toutes les catégories d'âge et que finalement, il n'y a pas d'âge pour être indépendant, bien au contraire. Là où parfois dans le salariat, on peut être pénalisé en vieillissant, c'est plus difficile de trouver un emploi, quelque part, se lancer en indépendance, c'est aussi une manière de rester actif, mais sans avoir ces problèmes d'employabilité qu'on retrouve parfois dans le salariat. Tout à fait. Et moi j'aime souvent à dire, quand on a une certaine expérience, finalement, il vaut mieux trouver un client que trouver un employeur. Il vaut mieux être indépendant que salarié. On maximise son expérience, on maîtrise mieux son temps, ses choix de travail, et tout ça offre une liberté qui est largement appréciée par ces gens-là, parce que encore une fois, c'est les nouvelles formes de vie qui sont en train de se mettre en œuvre. Donc c'est plutôt là aussi très encourageant pour le futur de ce marché, de voir que il n'y a pas de barrière à l'âge, il n'y a pas de barrière au métier, et que c'est ouvert à tout le monde. Ce qui est effectivement pas toujours le cas dans le salariat où on veut des jeunes dynamiques, moins chers. Etc. Alors du coup, il y a aussi quelque chose de très intéressant dans cette étude. Vous interviewez aussi les entreprises, les cadres, les salariés, pour savoir ce qu'ils pensent du freelancing. On retrouve des informations un peu croisées. Qu'est-ce qu'on en pense en entreprise de cette augmentation du nombre de freelances Alors, il y a deux sujets. Il y a les cadres d'entreprise et les entreprises. Les cadres d'entreprise sont très intéressés par ce mouvement et beaucoup d'entre eux se posent la question de savoir si justement ils n'auraient pas intérêt à basculer côté freelance pour plein de raisons. Encore une fois, le pouvoir choisir sa mission, son temps de travail, son lieu de mission, ne plus avoir de chef, etc., etc. Et tout ça est encore une fois très largement renforcé par l'expérience Covid qu'on a tous vécu depuis 2 ans. Et donc là encore, c'est relativement encourageant pour le futur de ce marché. Et puis ensuite, il y a les entreprises. Les entreprises qui au début, et on en a un peu parlé, on a parlé du Big Quit aux États-Unis, on en a parlé également en France. Et effectivement, certaines entreprises s'inquiètent de ça parce qu'elles voient finalement que les gens rentrent chez elles, se forment pendant 3-4 ans au sein de leurs organisations et ensuite, une fois que les gens ont acquis une certaine expérience, partent et se mettent indépendants. Donc elles se retrouvent un peu démunies face à ce phénomène. Et souvent, du coup, elles essayent de bloquer et d'empêcher ce développement des personnes en les loquant avec des façons, des solutions diverses et variées. Mais à l'inverse, on a aussi des entreprises qui ont compris que finalement c'est un mouvement de fond, que c'était inexorable et qu'on n'arrête pas le progrès, entre guillemets. Et donc, il faut plutôt accompagner et profiter de cette tendance et de cette mouvance. Et on voit des entreprises qui finalement recherchent chez les personnes qu'elles vont employer au sens générique du terme, les bonnes compétences, indépendamment du statut avec lequel ils vont travailler avec elles. Donc, elles vont peut-être démarrer salariées, les personnes, puis ensuite passer portées pour commencer à mettre un premier pas dans l'indépendant, puis ensuite être indépendant, puis revenir salarié. Et en fait, peu importe. Les entreprises qui comprennent ces évolutions commencent à s'adapter de ce point de vue-là et offrent des solutions qui sont multistatutaires. Et en fait, peu importe le statut et la relation qu'on a avec la personne qui travaille avec vous, ce qui compte, c'est sa compétence, ce qu'elle amène et toute la plus-value qu'elle peut amener à l'entreprise. Et là, on voit un vrai changement important dans la gestion des entreprises, que ce soit du point de vue des RH ou des achats. Et les deux doivent commencer à travailler ensemble, justement. Les indépendants ne sont plus que des gens, plus que des lignes d'achat, mais c'est aussi des personnes à prendre en compte dans l'organisation globale de l'entreprise. Et les entreprises doivent se poser la question de savoir, finalement, un salarié, un indépendant, est-ce que je dois le traiter différemment ou est-ce que finalement ce qui compte c'est la valeur qu'il m'amène et la façon dont j'arrive à l'intégrer au sein de mon organisation. Exactement. Et ça présage de plein de changements dans les organisations, dans les entreprises qui sont potentiellement très intéressants pour les années à venir. C'était ma prochaine question. Justement, entre l'expérience que tu as au travers du groupe freelance et des clients et cette étude statistique et les données, puisque ça c'est concret, ça
ça parle, on a le ressenti, ce qu'on vit dans l'entreprise, mais là, cette fois, on a des chiffres aussi pour appuyer tout ça. Quelle est la vision? C'est quoi la suite? Déjà, en termes de chiffres, on s'attend à quoi? Est-ce qu'il y a vraiment une croissance du freelancing? Alors oui, il y a une croissance très très nette au cours des 10-15 dernières années, notamment beaucoup sur les 10 dernières années. Et aujourd'hui, on a fait des projections à partir de toutes ces données et on a projeté la population de freelance à l'horizon 2030. Alors, avec évidemment plein d'hypothèses. Et on arrive à un peu plus de 1 500 000 freelance. C'est quand même considérable, puisqu'on parle d'augmentation de 30% par rapport à aujourd'hui. Après, tu parlais des États-Unis tout à l'heure. Faut toujours se méfier des prévisions. On n'a pas de boule de cristal, mais les États-Unis ont vu une explosion des multi-workers qui cumulaient des emplois. Oui. Si on voit apparaître ça un petit peu doucement, le cumul d'activités dans notre économie, ça peut faire aussi exploser ce statut-là, ce mode de travail, pour essayer de concilier un peu de sécurité et un peu de salariat, et en même temps une activité complémentaire qui permet de valoriser toute son expertise et sa connaissance. Exactement, non mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et 50% d'augmentation du nombre d'indépendants en projection d'ici 7 ans. 7 ans, c'est vraiment très rapide, ça passe très très vite. C'est quand même le signe d'un vrai changement profond du rapport au travail, comme je le disais tout à l'heure, qui encore une fois laisse à imaginer tous les changements qu'on va pouvoir constater au sein des organisations, des entreprises, des indépendants. Et je veux juste rajouter une petite information, parce que si on regarde un peu ce que les indépendants gagnent statistiquement, il y a des écarts types très importants, mais la moyenne qu'on a pu trouver, c'est qu'ils gagnent aux alentours de 40 000 euros par an, ce qui encore une fois, c'est difficile d'analyser parce que les écarts types sont très importants. Ouais. Mais si on fait la simple multiplication de 40 000 euros fois 1,5 million, ça veut dire qu'on est sur un potentiel marché de 60 milliards. Et donc, c'est colossal, c'est colossal. Nous, on doit être la première entreprise française de ce marché-là, et on fait 670 millions. Donc, quand on voit le gap potentiel avec le marché, on imagine que les développements, les offres, les solutions qu'on va pouvoir imaginer pour demain sont juste fantastiques et incroyables. Et une vraie révolution, en fait. Le mot est parfois un peu galvaudé, mais malgré tout, c'est ça, est en train de s'opérer. Et énormément de choses vont être à inventer pour accompagner ce mouvement, accompagner les entreprises à se structurer et à être capables de travailler avec ces indépendants, quel que soit leur statut, accompagner ces indépendants pour leur offrir la sécurité et la capacité à travailler sereinement avec ces entreprises. Enfin, il y a tout un spectre et un portfolio d'offres à définir et à inventer qui rend ce marché particulièrement passionnant. Oui, les entreprises ont des besoins qui sont là. Quand on voit le montant du marché estimé, les services achats doivent en faire une de leurs priorités. Surtout que c'est en train de se réglementer. Il y a plein de choses qui vont évoluer. Et les fonctions RH n'ont plus le choix. Comme tu l'as dit, finalement, il faut envisager les talents comme un actif, peu importe le statut. Exactement. Donc, on est dans une vraie révolution du monde du travail avec de belles perspectives. Donc, en tout cas, c'est chouette. Ça donne envie de lire l'étude. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas eu accès à l'étude, elle est en téléchargement gratuit sur le site de freelance.com. Exactement. Donc n'hésitez pas, parce que là on vous a donné un petit aperçu, mais il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, on reviendra sur le sujet dans de futures interviews. Merci à tous les deux pour nous avoir présenté ce projet commun. Et puis à très vite pour de nouvelles interviews. Merci à vous. Merci à Datastamp pour tout le travail qui a été fait, parce que c'était pas facile, d'étourer toutes les informations statistiques autour de cette population. Exactement, c'est une première et ça a demandé un gros travail conjoint très important. Effectivement, et merci beaucoup. Et merci au professeur Stéphane Auré, économiste, qui a beaucoup contribué à nous aider à détourer tout ça. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.